Bonjour, merci de vos messages. Il y a 150 personnes, on va démarrer doucement mais sûrement. Je pense qu'il est midi 3, on va essayer de conserver le schedule, l'agenda et de libérer tout le monde à 13 h pour aller déjeuner après et d'être relativement ponctuel. Je vous salue, je suis Patrick Abadie, je suis fondateur du cabinet Delville Management et comme un grand nombre d'entre vous ne nous connaissent pas forcément, je redéfinirais le management de transition comme étant le fait d'impliquer des cadres dirigeants chez nos clients, mais sur des périodes limitées, donc en mode conseil. Voilà, on est une petite structure parisienne. On s'est réhabitué à nos bureaux parisiens qui sont proches de l'Étoile, d'où je suis d'ailleurs tout seul aujourd'hui, mais mes collègues ne devraient pas tarder. Donc on fait du management de transition et tout notre réseau s'organise autour d'un club d'affaires qui porte le nom du cabinet, s'appelle le Club Delville, dont un certain nombre de membres sont présents d'ailleurs à Célina, donc je le salue bien haut. Et ce Club Delville a pour habitude d'organiser un certain nombre d'événements, évidemment plutôt physiques, puisque c'est un réseau où on aime bien se serrer la main physiquement, mais Covid oblige, il a fallu qu'on s'organise comme tout le monde, et donc en organisant des webinars, ce que nous faisons environ tous les 15 jours, voilà, sur un rythme relativement récurrent. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre, à suivre la page LinkedIn de Delville Management. La prochaine fois, on recevra par exemple des Arnaud Marion qu'on avait impliqué en particulier chez Swim Go, le Vélib à Paris, sur le retournement du Vélib. Mais on a eu des gens aussi intéressants que des Jean-Pierre Levat, des Jacques Séguéla ou encore notre ancien ministre Luc Ferry. Voilà. Les présentations étant faites, avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à nos amis, je souhaitais juste quand même revenir un petit peu dans le contexte et vous expliquer comment Delville, du haut de ses 10 ans, parce que c'est notre anniversaire cette année et que la société existe depuis 10 ans, comment nous en étions arrivés à nous intéresser, nous aussi, également à la philanthropie. Pendant 10 ans, on a travaillé à faire en sorte de faire croître cette société, faire croître le chiffre d'affaires, faire croître le nombre de missions. C'est aujourd'hui une centaine de missions en cours, de cadres dirigeants chez nos clients à l'heure où je vous parle. Et l'idée, au bout d'un moment, a été de s'arrêter, notamment l'an dernier, et de se dire comment faisons-nous pour faire une société meilleure. Et c'est dans ce cadre que nous avons rencontré d'ailleurs Sport dans la ville et Philippe Baudou, qui présentera évidemment les activités de Sport dans la ville, et que nous avons décidé l'an dernier d'être support partenaire de l'initiative de sport dans la ville qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville. Philippe reviendra certainement dessus. Et puis, nous nous sommes dit, aujourd'hui, on est en pleine crise. Comment sortir de cette crise, justement, ou utiliser cette crise comme opportunité de faire un monde meilleur et de faire une société meilleure? Et d'où l'idée d'organiser ce webinaire et de partager cela avec vous aujourd'hui. Et quand je vois que tout le monde n'est pas connecté, mais qu'il y a près de 300 inscrits à ce webinaire, lorsque Jocelyn Rigaud, ici présent, me dit que 78% des salariés, je le cite, souhaitent que leur entreprise soit plus utile à la société, ou quand je lis ce matin que Jenny Dimon, le fameux PDG de JP Morgan Chase, nous dit que cette crise doit servir d'électrochoc et appelle même à une croissance économique plus équitable, je me dis que chez Delville, nous ne sommes pas tout seuls. Alors chez Delville, chez Human Project Development ou chez Sport pour la ville, nous ne sommes pas tout seuls à nous poser toutes ces questions. Voilà.
En termes d'organisation, je profite d'abord là pour remercier Anne-Lise, qui est au marketing chez Delville et qui est notre support logistique et qui a organisé tout ce webinaire. Également, je le redis, je me ferai le timekeeper pour basculer sur des questions et des réponses autour de midi 30 ou midi 40. J'espère qu'on y arrivera. Voilà. Et enfin, normalement, je ne crois pas qu'il y ait de problème de micro, mais il faut désactiver votre micro. Sinon, ceux qui prennent la parole, c'est très désagréable et ça fait un écho. Voilà. Je ne présente plus Delphine Philippe, ici présente, qui co-anime ce webinaire. Merci Delphine, et qui a la responsabilité notamment de l'animation du club Delville, sur lequel je ne suis pas revenu, mais qui fait quand même aujourd'hui près de 450 dirigeants d'entreprises qui ne sont pas du tout exclusivement des managers de transition, puisqu'à l'intérieur de ce club, on a nos clients, on a nos prospects, on a des fonds d'investissement qui nous regardent, on a des administrateurs judiciaires, on a des avocats, on a des coachs, on a tout un tas d'experts qui nous accompagnent. Voilà. Et Delphine a la charge de l'animation de ce club. Delphine, je te laisse, je crois n'avoir rien oublié, je te laisse la parole pour présenter nos deux illustres intervenants qui ont accepté notre invitation et que je remercie bien haut. Merci Patrick. Alors bonjour à tous. Nous avons effectivement aujourd'hui le privilège de recevoir deux invités de marque, Philippe Audoux et Jocelyn Rigaud. Philippe, qui est le directeur général et cofondateur depuis 1998 de Sport dans la ville, dont la mission est d'aider les jeunes de quartiers défavorisés à se réinsérer à travers le sport. Sport dans la ville compte aujourd'hui 46 centres sportifs dans 25 villes pour accompagner 7000 jeunes entre 7 et 20 ans. Jocelyn, quant à lui, s'implique dès son plus jeune âge dans le milieu associatif. Il parcourt le monde, puis il évolue dans l'édition pour occuper une fonction de directeur général au sein des éditions de La Martinière, puis des éditions J'ai lu Flammarion. Il est aujourd'hui manager de transition et fondateur de Human Project Development, dont le rôle est d'accompagner les entreprises, les collectivités, etc., dans leur démarche d'engagement sociétal. Voilà, les présentations sont faites. Donc, Jocelyn, je te laisse la parole. Alors, une nouvelle entreprise engagée et responsable, qu'est-ce que cela signifie ? Bien, merci Delphine, bonjour. C'est bon, le micro fonctionne? Tout va bien? Parfait. Ça a l'air d'être parfait. Il y a certaines personnes qui se plaignent de problèmes de son, mais a priori, ça ne vient pas de chez nous. Donc, dites-le moi si ça continue, par contre. Je pense que c'est lié au micro. Je pense que c'est lié à la nécessité de chacun de couper son micro et d'éviter comme ça les résonances. Bon, merci Delphine, merci Patrick et merci Anne-Lise aussi donc du cabinet Delville pour cette invitation et pour ce webinaire. Je vais utiliser un petit support que je vais partager avec vous à l'écran et qui permettra, je l'espère, d'essayer d'apporter quelques réponses, notamment à la question que Delphine vient de poser. Est-ce qu'une entreprise nouvelle, engagée et responsable est possible aujourd'hui? L'idée, c'est de vous donner un maximum d'outils, quelques informations avant, et puis des informations de contexte, des outils pratiques, et de rester au maximum dans le pragmatisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça et comment on peut le faire. Pour commencer ce sujet, j'ai voulu partir d'une citation. Alors, attendez, il faut que j'arrive à passer la slide suivante. Voilà, je devrais y arriver. Voilà. J'ai voulu partir de cette citation entendue il n'y a pas très longtemps, début avril, sur France Inter, une citation de Bruno Latour qui nous dit, non sans humour, « Si on ne profite pas de cette situation incroyable pour changer, c'est gâcher une crise ». Donc cette phrase m'a fait un petit peu réfléchir. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que ça veut dire profiter? Qu'est-ce que ça veut dire profiter d'une situation de crise sans opportunisme? Ça veut dire savoir rebondir, savoir avancer dans un contexte qui est assez particulier. Alors, le contexte, et je l'ai mis en titre, il est important, mais on parle de pré-crise. Il se passait des choses avant cette crise Covid-19 au niveau du questionnement déjà. Il y avait quand même déjà beaucoup de questions qui se mettaient en place dans la tête des entreprises, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut, nous, entreprises, avoir un rôle social différent, un rôle social nouveau,
Et puis cette crise est arrivée. Là aussi, 2 mois de confinement, une crise quand même, une crise mondiale, hein, rappelons-le. Il y a plus de 700 000 entreprises qui ont eu recours au chômage partiel en France. Ça concerne 8 millions de salariés. La crise mondiale, la crise est mondiale et elle est sans précédent. Elle touche absolument tous les domaines. Et on le sait tous, que l'on soit un gros groupe ou une PME, une ETI ou autre, la reprise va être complexe. 1000 questions vont se poser, des questions d'ordre financier, des questions de structuration, des questions de process, d'organisation, des questions de démarche, tout simplement. C'est-à-dire se dire et se redire, voilà, on traverse un changement culturel assez important. Il y a un impact qui va être évident sur la manière d'aborder la croissance, c'est-à-dire la croissance en soi ne va plus pouvoir fonctionner seule, il va falloir réfléchir à sa raison d'être, réfléchir à son rapport à l'utilité sociétale. Donc il y a toutes ces questions, il y a tout ce contexte. Puis je vous parlais de pré-crise tout à l'heure. Il y a les questions d'attente générationnelle qui sont là aussi importantes, les fameuses générations Y et Z qui arrivent sur le marché du travail. Ce sont des générations qui sont en attente de transparence, en attente de valeur vis-à-vis de leur entreprise, voire parfois affichent une certaine défiance vis-à-vis du monde de l'entreprise traditionnel, entre guillemets. Ce sont des nouveaux talents, ce sont des collaborateurs qui arrivent en ce moment sur le marché de l'emploi. Et on sait qu'une rémunération attrayante, un CE dynamique, un téléphone portable, et tout ça, ça ne suffit plus à les attirer. Il faut pouvoir proposer autre chose. Et ça s'adresse aux collaborateurs, mais c'est également le cas vis-à-vis des partenaires extérieurs avec qui on travaille, avec qui le on étant le monde de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise engagée responsable ? L'idée ici, c'est de vous donner, un axe de réflexion, de pouvoir vous emmener vers un axe qui puisse répondre à cette question de l'entreprise engagée et responsable. Et moi, je vais particulièrement axer le discours sur l'outil philanthropique. Alors, on a beaucoup parlé de RSE, on avait mentionné le terme RSE d'ailleurs dans l'invitation, et c'est important. La RSE, c'est un dispositif global dans lequel on peut mettre énormément de choses. C'est un outil, je pense, assez puissant. Et au sein du RSE, on peut utiliser l'outil philanthropie. Donc, on a fait le choix aujourd'hui de se concentrer sur cet outil-là, parce que parler en 1 heure de la RSE et de l'outil philanthropique, c'est un peu compliqué. Peut-être le sujet d'un autre webinaire organisé par Delville prochainement, je ne sais pas. Mais en tout cas, la RSE est un vaste sujet qui nous intéresse tous, et l'outil philanthropie peut être particulièrement intéressant. Avant de rentrer dans le détail, quelques chiffres qui sont aussi intéressants. Les sources sont diverses et variées, hein, soit des chiffres qui émanent de l'INSEE, soit des chiffres qui viennent du ministère de l'économie ou de l'Observatoire de la philanthropie. Un premier chiffre, 94% des entreprises mécènes en France sont des TPE ou des PME. Ça, c'est un chiffre qui est important, et je vais beaucoup le dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être une multinationale ou un grand groupe pour se lancer dans une démarche philanthropique ou de mécénat. TPE, PME, ETI, tout le monde peut y aller. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. C'est un chiffre qui est important, il faut l'avoir en tête. 89% des entreprises qui ne disposent pas de politique philanthropique. Qu'est-ce que ce chiffre nous dit ? Ce chiffre nous dit que tout reste à faire. Même si on a un bond qui est important, puisqu'en France, en 2010, nous avions 28 000 entreprises qui développaient des actions de mécénat. En 2018, on en a 74 000. Le bond est majeur. Alors, c'est lié à des dispositifs juridiques et fiscaux qui sont particulièrement porteurs et intéressants, et qui favorisent la création de démarches philanthropiques et de mécénat. C'est aussi lié à ce que l'on disait tout à l'heure en termes de contexte, à l'ère du temps, à la volonté des entreprises de développer des outils. Et on voit que la progression est fulgurante, puisqu'on en a plus de 50 000 qui se sont développés en une dizaine d'années en France. Développés dans différents secteurs, c'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure, quand on développe une activité philanthropique ou de mécénat, on va choisir un secteur que l'on va vouloir soutenir, un segment, une cause. Sachez qu'en France, sur
28% des bénéficiaires du mécénat sont des projets à valeur sociale, 25% valeur culturelle et patrimoine, 23% l'éducation, 11% la santé, 7% l'environnement. Ça vous donne une idée des sujets que les entreprises peuvent soutenir à travers leur mécénat ou leurs actions de philanthropie. Je fais une différence et là aussi j'en parlerai tout à l'heure. On voit que c'est 2 millions d'euros qui sont dédiés au mécénat et à la philanthropie en France. C'est un chiffre qui est important, il est important d'un point de vue numéraire, il est plus faible que certains pays, que d'autres pays, au prorata du nombre d'entreprises et de la population, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver. C'est aussi l'objet de ce webinaire, c'est essayer de vous donner des clés qui vont vous permettre de vous retrouver dans un panel de dispositifs particulièrement large. Mais sachez que, par exemple, en Allemagne ou aux États-Unis, au prorata, on a beaucoup plus de structures dédiées au mécénat ou à la philanthropie, encore plus en Scandinavie. Là, c'est quelque chose d'aussi culturel, alors même que le dispositif fiscal ou légal est parfois plus lourd et plus contraignant dans ces pays-là. Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et puis, la question de l'attrait, c'est le chiffre en haut à droite. 87% des entreprises considèrent que leur fondation contribue positivement à leur image. C'est un chiffre qui est intéressant parce que on est aujourd'hui dans une époque, je crois que tout le monde sera d'accord pour le dire, où l'entreprise est parfois mise à mal, l'entreprise est parfois pointée du doigt, l'entreprise est pointée du doigt comme étant responsable de beaucoup de maux. Alors, c'est parfois le cas contact, mais certainement pas uniquement et certainement pas tout le temps. Et l'entreprise ici peut, avec des manières de faire, des manières de construire et d'utiliser sa structuration philanthropique et de mécénat, générer un attrait extérieur important, tant auprès de futurs collaborateurs, futurs salariés, qu'auprès de clients ou de fournisseurs ou de prestataires extérieurs. Donc, avant de vous donner quelques outils pratiques qui complètent un peu ces chiffres, il y a forcément des questions. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de généralités, il y a beaucoup de fausses vérités, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la construction philanthropique. Notamment la première que l'on m'a souvent dit en rendez-vous, c'est écoutez, oui, moi j'ai envie de faire des choses, mais c'est complexe, c'est long à mettre en œuvre, j'ai pas le temps. Alors, je vais vous dire oui et non pour répondre à cette question. Non, parce que si on s'organise correctement et si on prend les bons conseils, ce n'est pas si compliqué que ça, que les dispositifs sont assez clairs, qu'il existe des structures en France associatives qui peuvent vous accompagner facilement, qu'il existe des cabinets évidemment qui peuvent vous accompagner, mais des structures associatives qui peuvent vous aider. Et ce n'est pas si long à mettre en œuvre. On peut très bien, en quelques mois, mettre en place une politique de mécénat active, efficace. L'autre chose, c'est la fameuse RSE dont on parlait en introduction tout à l'heure. Politique RSE de l'entreprise, point d'interrogation. Alors, sur la RSE, c'est important de se dire que la stratégie de mécénat, la stratégie de philanthropie, peut être intégrée à une politique RSE ou être autonome, c'est-à-dire fonctionner à côté du cadre RSE, tout en développant synergie et cohérence évidemment. Mais mécénat, philanthropie, ce n'est pas en soi une finalité au sein des politiques RSE d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises développent leur politique RSE sans développer de stratégie de mécénat. Donc voilà, c'est important, je pense, de différencier les deux choses. J'ai envie de dire que la philanthropie et le mécénat vont être au service de la RSE. Je pense que dans ce sens-là, ça peut être assez clair. Là aussi, le mécénat, j'ai mis ni sponsoring ni parrainage, et ça, c'est un discernement qu'il est important de faire. J'ai remis, je vous propose ici le texte, un extrait du texte légal de ce qu'est le mécénat, et je le relis avec vous parce que c'est important de l'avoir en tête. Le mécénat est le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Donc, ce n'est pas du sponsoring ou du parrainage, ça dépend de la terminologie. Sponsoring ou parrainage, c'est tout autre chose. Dans le sponsoring ou dans le parrainage, voilà, il faut faire la distinction. On ne bénéficie déjà pas des mêmes avantages fiscaux.
C'est-à-dire que si on fait du sponsoring ou du parrainage, l'avantage fiscal n'est pas le même. Le mécénat est un don, en quelque sorte, lorsque le parrainage, tandis que le parrainage, c'est une forme d'achat de services publicitaires, c'est-à-dire qu'une entreprise va parrainer en échange de visibilité, en échange de quelque chose. Le mécénat, contractuellement, nous ne sommes pas obligés d'en attendre quoi que ce soit en termes de contrepartie. C'est-à-dire que c'est une action directe qui s'opère de manière non officiellement non. Je vais trouver mon mot, je viens de perdre mon mot, mais ce n'est pas très grave, vous m'avez compris. Une dernière petite phrase. Comment, Patrick? Pas de retour en face du mécénat. Voilà. C'est gratuit, quoi. Une dernière phrase aussi dont je voulais parler, et là aussi j'en ai parlé un petit peu en introduction, c'est une phrase que j'entends aussi souvent. Je suis une petite structure, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Et là, c'est faux et archi faux. Il n'y a pas besoin d'être un groupe international, il n'y a pas besoin d'avoir un minimum de salariés pour se lancer. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. Je vous donne deux exemples qui illustrent les deux extrêmes, les deux exemples extrêmement d'actualité, puisque ce sont deux exemples de fonds de dotation qui se sont créés la semaine du 12 mai, donc la semaine dernière. L'Oréal a annoncé la création d'un fonds de dotation de 150 millions d'euros au profit des femmes en situation de vulnérabilité. Donc voilà, ça c'est un élément. L'Oréal, grand groupe multinational, très bien. Et puis à côté, on a une petite entreprise familiale bretonne de 6 salariés qui a annoncé la création d'un fonds de dotation accès à l'emploi mobilité doté de 30 000 euros. Voilà. 30 000 euros, c'est déjà beaucoup, on peut faire beaucoup de choses. Je suis sûr que Philippe Audou ne vous dira pas le contraire et vous en parlera tout à l'heure pour ce qui est de sport dans la ville. Il n'y a pas de petites actions, vraiment. Tout le monde peut faire quelque chose en se structurant d'une manière ou d'une autre à l'aide des outils qui sont présentés. Alors, quels sont les avantages d'une démarche philanthropique proposée aujourd'hui? Il y a plusieurs avantages. Il y a les avantages, l'avantage collaborateur RH. Cet avantage-là, il est majeur. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Créer une démarche de mécénat ou une démarche de philanthropie, c'est favoriser l'engagement de vos collaborateurs, c'est activer leur cohésion. C'est aussi une forme de reconnaissance de l'engagement personnel des salariés, c'est-à-dire que les salariés vont s'engager dans quelque chose, dans une cause, et ça va les aider à se sentir aussi un petit peu mieux. Ça va aviver la cohésion d'équipe. Ça, c'est important. Les programmes d'engagement salarié en entreprise se limitent parfois des activités de team building, des activités diverses et variées qui sont sympathiques ou qui sont intéressantes, mais qui n'ont souvent assez peu d'effet sur le long terme. Une mission réalisée au sein d'une association va apporter une dimension utile et va procurer un sentiment de fierté important, au-delà du développement des compétences de ce salarié qui va pouvoir se révéler et développer ses capacités dans un autre domaine. Et puis, il y a évidemment le côté recrutement, et on en parlait tout à l'heure, d'un point de vue générationnel, il y a une attente. On a tous peut-être récemment fait passer des entretiens de recrutement. Ces questions, elles reviennent régulièrement depuis quelques années sur que fait votre entreprise pour autre chose que de générer du chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a un engagement? Est-ce qu'il y a un projet d'entreprise qui est intéressant? Et ça me permet de faire le lien vers le projet d'entreprise. Le fameux projet d'entreprise, on en parle depuis des années. Le projet d'entreprise, il est important, il existe dans énormément d'entreprises. Ici, cet engagement philanthropique et de mécénat permet de repréciser vos objectifs généraux et donne aux parties prenantes de nouvelles valeurs, une philosophie d'entreprise, tout en affirmant son identité et en développant des outils. Et les outils, c'est mon troisième hashtag, c'est RSE. On en a largement parlé tout à l'heure aussi. Donc j'en reparle pas maintenant, mais on est vraiment sur un outil qui est impactant au service de la politique RSE, et je le redis. Mon autre petit hashtag, c'est attractivité, communication. On en a parlé là aussi tout à l'heure sur la nécessité
de travailler sur son image de marque. Et le travail de l'image de marque, il est important et je pense qu'il va être d'autant plus important dans cette situation post-crise Covid-19, de pouvoir retravailler sur des éléments d'attractivité, de communication pour pouvoir, je fais le lien avec la partie RH, recruter et gérer les carrières, mais aussi définir un rôle social inscrit dans ses valeurs qui permettent aussi de communiquer auprès de ses prestataires. On voit de plus en plus d'appels d'offres dans lesquels il est spécifique que l'entreprise répondante doit avoir une politique d'engagement claire et précise. Et ça, c'est quelque chose qui est clairement donné. Et puis, je termine cette petite page par le hashtag fiscalité. Et c'est un argument et un élément qui est important aussi. Et là, je vais être un peu plus général puisqu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en gros, si vous vous lancez, vous, entreprise, ou si vous accompagnez, vous, manager de transition, demain, une entreprise qui souhaite se structurer dans ce domaine-là, sachez que la création d'un fonds de dotation, la création d'une fondation d'entreprise ou le développement de mécénat, je reviendrai sur ces trois termes ensuite, ouvre à 60% de réduction d'impôts sur les sociétés. Tout l'argent qui est injecté dans ces projets, c'est 60% de réduction d'impôts et 66% pour les particuliers, c'est-à-dire pour les personnes de l'entreprise qui souhaitent y contribuer aussi. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite. Au fil du temps, si vous avez des questions, notez-les, posez-les. Et puis, je sais que Annelise, Delphine et Patrick rebondiront sur vos questions pour qu'on puisse y répondre tout à l'heure. Jocelyn, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, je te regarde. Vas-y, pardon. Je n'ai pas complètement fini, il me reste une slide. Et après, je suis bon. Vas-y. C'est bon? Vas-y. Ouais, ok. La dernière slide que je voulais vous présenter, je serai très bref là-dessus, puisqu'après, je serai disponible pour répondre à vos questions. C'est quand on est une entreprise mécène, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs manières de développer du mécénat. Il y a le mécénat en régie directe ou le mécénat en régie indirecte. Qu'est-ce que c'est que le mécénat en régie directe? C'est du mécénat financier. Par exemple, je vous donne l'exemple du groupe Roederer, des Champagne Roederer, qui depuis des années soutient toutes les actions en faveur de la préservation de la photographie ancienne. Typiquement, Roederer fait du mécénat financier pour les expositions au sein de la BNF, par exemple. Il y a le mécénat en nature, on fait don de mobilier, on fait don de matériel auprès d'associations, toujours au soutien d'un bénéficiaire final ou d'un porteur de projet. Et puis, il y a le mécénat de compétences qui se développe de plus en plus et qui peut prendre des formes extrêmement diverses, extrêmement multiples. Il y a plusieurs exemples, le groupe Schneider Electric, Accenture, SNCF, Radio France, Vinci. Tout ça, ce sont des groupes qui détachent quelque part un contrôleur de gestion, un DRH, un DSI, un directeur de supply chain et va auprès d'autres structures ou d'associations pour former et pour accompagner. Et ça, c'est du mécénat de compétences, ça rentre dans un partage-temps. Et on est sur des mécénats en régie directe. Et puis, il y a le mécénat en régie indirecte qui nécessite un petit peu plus de structuration puisque là, on passe par un organe que l'on va créer, alors soit un club de mécènes, c'est-à-dire que vous pouvez être une quinzaine d'entreprises à vous regrouper autour d'un thème commun et décider ensemble d'agir au sein d'un club de mécènes et de financer un bénéficiaire de votre choix. Ou vous pouvez aussi décider de créer un véhicule philanthropique, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise. Ce sont de vraies structures que l'on crée. Le fonds de dotation est extrêmement souple. La fondation d'entreprise est un peu plus lourd à créer, mais peut généralement aussi doté d'un peu plus d'argent pour pouvoir avancer. Donc voilà, il y a plusieurs véhicules qui existent, qui peuvent se créer, soit pour faire du mécénat en régie directe, et c'est probablement le plus simple pour une entreprise qui souhaite débuter, soit via un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise. Voilà. Jocelyn, merci beaucoup. On reviendra vers toi sur les questions tout à l'heure, de manière à passer rapidement la parole à Philippe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Philippe, donc, tu as créé il y a 20 ans, co-créé il y a 20 ans Sport dans la ville. Sport dans la ville, nous, on soutient. Comme je l'ai dit, je m'aperçois que c'est très connu. Je ne connaissais pas forcément il y a quelques semestres. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui te regardent qui ne connaissent pas. Est-ce que tu veux redéfinir ce qu'est Sport dans la ville et les deux initiatives sous-jacentes et comment tu en es venu, il y a 20 ans, à créer Sport dans la ville?
Merci pour votre invitation aujourd'hui. Sport dans la ville a effectivement un peu plus de 20 ans. Alors, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure humaine parce que j'aimais le sport amateur, et le sport est un moyen extraordinaire de rencontrer des gens de tous horizons sociaux. Voilà, puis j'avais eu la chance de grandir dans un environnement plutôt favorisé, et j'ai voulu venir en soutien à des jeunes qui n'avaient pas forcément eu ma chance, et de pouvoir le faire par le sport, c'était aussi pouvoir concilier un engagement social, humanitaire, avec ma passion sportive. Voilà, donc ça fait 22 ans maintenant que l'association existe, et sa mission est de venir en soutien et en aide à des jeunes qui habitent dans des quartiers difficiles. On le fait par 2 biais principaux. Le premier, on construit et on anime en pied d'immeuble dans les quartiers où on intervient des terrains de sport, principalement des terrains de football en gazon synthétique et des terrains de basket. On accueille sur ces terrains les jeunes gratuitement, qui viennent 2 fois par semaine participer à des animations qui sont encadrées par des coachs professionnels, qui bien sûr leur apportent du sport, un contenu sportif, mais qui sont surtout là pour aider chacun de nos jeunes à grandir dans leur comportement, dans leur dynamique personnelle, dans leur savoir-être. Et ça permet de faire le lien avec le second grand pilier d'action de sport dans la ville, qui est celui de pouvoir emmener un maximum de jeunes dans le temps vers un projet de formation et vers un projet d'emploi en entreprise, puisqu'on intervient dans des quartiers prioritaires où le sujet et la problématique numéro 1 dans le temps de nos jeunes est celui de l'emploi. Et donc, pour emmener nos jeunes vers l'emploi, on a mis en place 2 programmes principaux. Un programme qui s'appelle Job dans la ville, qui profite cette année à 1700 jeunes, comme ce programme l'indique. Son objectif est de permettre à nos jeunes de trouver un emploi. Et puis, on a un autre programme qu'on aime beaucoup et qui est soutenu de manière importante par Delville Management, et on en est très touché, qui est un programme qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville, puisque dans les quartiers où on intervient, il y a beaucoup de jeunes qui ont des prédispositions entrepreneuriales importantes. Créer son entreprise, ce n'est pas toujours une démarche simple. Et depuis 12 ans maintenant, avec EM Lyon Business School, on a créé ce programme d'aide à la création d'entreprises qui profite cette année à une centaine de jeunes dans toutes les grandes villes où Sport dans la ville intervient, donc autour de Lille, de Paris, de Lyon et de Marseille. Voilà, et donc pour terminer par quelques chiffres de présentation de l'association, je le disais tout à l'heure, Patrick, on a 46 centres, on a créé 46 centres dans 25 villes différentes de France. On accueille cette année 7000 jeunes dans nos programmes sportifs et près de 2000 jeunes dans nos programmes d'insertion professionnelle, Job dans la ville et Entrepreneurs dans la ville. Et pour ces 2 programmes, pour faire le lien avec la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, entreprises engagées et responsables, eh bien, tous nos jeunes qui ont besoin d'être soutenus dans leur parcours d'insertion professionnelle, ils sont bien sûr très fortement accompagnés par les 150 entreprises qui aujourd'hui soutiennent les actions de l'association. Alors, sur des dimensions de mécénat, parce que bien sûr, il faut pouvoir financer toutes les actions que nous mettons en place, les équipes qui accompagnent tous ces jeunes. Mais il y a surtout une contribution extrêmement importante des salariés de nos entreprises partenaires qui vont accepter de parrainer un jeune dans un parcours d'insertion, qui vont accepter de parrainer un jeune dans un parcours de création d'entreprise. Et c'est ce que font avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme des collaborateurs et des collaboratrices de Delville Management, pardon. Voilà, et ça, cette contribution qui est celle des salariés sur la base du volontariat, du bénévolat, à raison de 2-3 heures par mois, c'est une contribution extrêmement importante pour nos jeunes, qui leur permet d'abord de gagner confiance en eux. Et quand on veut réussir dans un parcours d'insertion professionnelle ou dans un parcours de vie tout court, d'avoir confiance en soi, c'est une dimension extrêmement importante, et c'est une dimension que savent apporter avec beaucoup d'énergie les salariés qui s'impliquent aux côtés de nos jeunes, que ce soit nos jeunes en recherche d'emploi ou nos jeunes qui créent leur entreprise. Alors, tu as dit 42 centres localement en France, hein, c'est ça, me semble-t-il? 46 centres. 46, pardon. Combien de personnes dans l'association? Écoute, aujourd'hui, on a sur les 4 grands territoires où nous intervenons, donc la région Hauts-de-France, la région Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud, on emploie 100 salariés à plein temps. Et en plus de ces 100 salariés, on a 160 éducateurs sportifs qui sont salariés à tiers de temps, qui sont les personnes qui animent nos 46 centres sportifs tous les mercredis et les samedis, puisqu'on propose à peu près 15 heures d'animation gratuite en pied d'immeuble toutes les semaines au cœur des quartiers où nous intervenons.
C'est énorme. Alors là, on est en pleine crise. Il y a un moment donné, on verra la fin de la crise. Et de quoi a besoin Sport dans la ville et des différentes initiatives? Est-ce que c'est d'argent? Est-ce que c'est de temps? On a 200 cadres dirigeants qui nous regardent. Si tu avais aujourd'hui entre guillemets, une baguette magique, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir ou le plus utile? Écoute, on a deux enjeux. Alors, sur la partie financière, avec cette crise qui nous a mis en distance physique les uns des autres, on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu absolument fondamental à ce qu'on digitalise beaucoup plus l'association pour nous permettre notamment de suivre à distance tous les jeunes qui participent à nos programmes d'insertion professionnelle. On s'est rendu compte pendant la période de confinement, par exemple, que sur les 2000 jeunes qui participent à nos programmes d'insertion professionnelle, qu'ils avaient un taux d'équipement en informatique qui était extrêmement faible. Voilà, on a souvent un ordinateur pour un foyer de 5, 6 et parfois même plus de personnes. Donc, on a un enjeu à pouvoir équiper, mieux qu'ils ne le sont aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes que l'on accompagne dans leur parcours d'insertion professionnelle. Et puis, malheureusement, après la crise sanitaire que l'on vient de connaître, il y aura une crise sociale. Dans les quartiers où on intervient, on en parlait en amont dans la préparation de ce webinaire. On a par exemple, nous, pendant toute cette période de confinement, conservé un lien étroit avec nos jeunes et leurs familles. Et on a pu mesurer de manière assez précise qu'il y avait entre 35 et 40% des jeunes dont on s'occupe. Il y en a 7000, donc on a un échantillon plutôt représentatif de ce qui se passe dans les quartiers prioritaires. Il y a entre 35 et 40% de nos jeunes qui ont totalement décroché avec l'école, donc qui n'ont plus de contact avec leur établissement scolaire depuis le 15 mars dernier. Et bien sûr, pour tous ces jeunes, la rentrée de septembre prochain, d'un point de vue scolaire, va être très difficile. Et puis, on va avoir aussi des difficultés, et beaucoup de jeunes vont avoir des difficultés au niveau de leur insertion professionnelle, puisque aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont cesser de recruter, vont décider aussi de réduire la voilure dans le recrutement de stagiaires ou d'alternants. Voilà, et je pense que dans la dimension d'entreprise responsable qui nous réunit aujourd'hui, avec les enjeux qui vont être les enjeux sociaux et les enjeux d'économie qui vont être ceux de la rentrée de septembre prochain, va y avoir, de mon point de vue, un vrai enjeu à ce que les entreprises ne se désengagent pas du soutien et de l'accompagnement qu'elles peuvent offrir et proposer aux jeunes notamment, et aux jeunes de quartiers prioritaires où le chômage des jeunes est déjà très élevé, puisqu'on est sur des taux de 30 à 40%, et je crains malheureusement que ces taux augmentent de manière très significative à la rentrée de septembre. Donc les entreprises pourront pleinement jouer un rôle de responsabilité et avoir pleinement un engagement fort en continuant, si elles le peuvent, bien sûr, à tenir leurs engagements de recrutement, et puis peut-être à mobiliser aussi leurs salariés dans un soutien qui pourrait être apporté à des jeunes en difficulté. Le parrainage qu'on évoquait il y a quelques instants, ce n'est pas très chronophage. Ça a beaucoup d'impact pour le jeune. Ça procure aussi beaucoup de satisfaction, un parrain et une marraine, parce que quand on voit un jeune progresser et atteindre ses objectifs, ça procure du plaisir et des satisfactions. Voilà, et l'entreprise, sur son territoire, à proximité de son territoire, dans son environnement direct, a la possibilité de faire plein de choses, beaucoup de choses, qui ne coûtent pas forcément très cher et qui impliquent les collaborateurs et les collaboratrices, et qui peuvent avoir un impact social extrêmement positif pour le territoire et les publics en difficulté qui peuvent s'y trouver. Il y a aussi une initiative que vous avez lancée dans le sud de la France, qui est de reprendre tout un camp. Est-ce que tu veux en parler? Bon, en lien aussi avec la crise qu'on connaît, par exemple, le ministère des Sports et le ministère de la Cohésion des Territoires nous ont annoncé la semaine dernière que malheureusement, les colonies de vacances qu'on organise depuis pas mal d'années pour des jeunes de sport dans la ville qui n'ont pas la chance de partir en vacances, les colonies de vacances ne pourront pas être organisées cette année en France. Voilà, donc on a des jeunes qui auront passé 6 mois en confinement chez eux, dans leur quartier ou en déconfinement, et qui ne seront pas partis en vacances. Donc, leur énergie positive à la rentrée de septembre ne va pas être à son summum. Et pour permettre justement aux jeunes de sport dans la ville
de pouvoir goûter à la magie des vacances, parce que des séjours de vacances, ça peut changer des vies. On a décidé de créer un centre national de vacances qui verra le jour en Drôme provençal, juste à côté de Dieulefit, sur lequel on est en train de travailler et qui, à partir de l'été 2021, permettra à 1000 jeunes de sport dans la ville tous les étés de partir 15 jours en vacances, de faire du sport, de découvrir la nature, d'être avec d'autres jeunes. On fera venir aussi des jeunes étrangers du Brésil, des États-Unis, dans le cadre de partenariats qu'on peut avoir avec des ONG dans ces pays. Voilà, et c'est un projet qui nous tient très à cœur, parce qu'à Sport dans la ville, on croit dans la force du souvenir heureux, et quand on part en vacances, on se constitue beaucoup de souvenirs heureux. Et c'est quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions, non, dont vous avez... Alors, ce projet de centre de vacances, en fait, on récupère un site qui appartient à la ville de Rieux-la-Pape, qui est une commune du Grand Lyon, qui est propriétaire de ce site depuis une cinquantaine d'années, qui était un centre de vacances de la commune. On a signé une convention de 20 ans pour exploiter ce site, et on a 3 millions d'euros d'investissement à faire pour remettre totalement à neuf le site et faire en sorte qu'il puisse accueillir tous ces jeunes de sport dans la ville. On va essayer d'en faire un lieu magique. Super, eh bien, merci de ce témoignage et un grand bravo. Jocelyn, remets ton micro. Je suis à la place d'un chef d'entreprise là, qui nous regarde. Je veux faire de la philanthropie, je veux aller vers le RSE. Pas forcément que pour faciliter les futures embauches, c'est parce que je veux vraiment faire une société meilleure. Je commence par quoi? Je dis quoi? J'appelle mon DRH, je lui dis tiens, regarde la philanthropie des RSE. Je dis je commence à créer une fondation. Je ne sais pas comment créer une fondation. J'appelle qui? Le tribunal de commerce? Ça se trouve où? Je fais quoi? Alors, c'est au-delà de faire appel directement à Human Project Development qui pourra vous accompagner dans toutes ces réflexions. Forcément, il y a plusieurs choses à savoir. Il faut, je pense, et c'est un des éléments majeurs du succès d'une telle opération, c'est engager en amont les collaborateurs de l'entreprise. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir déjà fédérer ces collaborateurs autour du projet, définir avec eux les modalités, les moyens et les objectifs que vous souhaitez faire. Et ensuite, il y a tout un panel de démarches administratives à effectuer qui ne sont pas forcément très lourdes. Ça me permet en même temps de répondre, je me permets de répondre à une question en même temps, puisque ça répond aussi à la tienne, une question qui a été posée en ligne. Je l'ai vu passer par une personne, par je ne sais plus, Béatrice Roux, qui demande si le mécénat de compétences est encore fiscalisé ou non depuis le début de l'année. Oui, il l'est toujours. Le mécénat de compétences, c'est un don en nature. Et il y a des choses à savoir. Il faut savoir, par exemple, qu'on peut défiscaliser dans la limite de 20 000 euros ou 0,5% du chiffre d'affaires, par exemple. Voilà, donc c'est ces petites choses-là à savoir. Et ces petites choses-là à savoir, il y a des textes de loi. Et comme tout texte de loi, s'il n'y a pas un professionnel à côté pour vous expliquer un petit peu ce qu'il raconte, c'est compliqué. Donc, il faut pouvoir s'entourer correctement. Et après, il y a des démarches en préfecture. Il y a un conseil d'administration à créer qui est obligatoire pour la fondation d'entreprise, qui est aussi obligatoire d'ailleurs pour le fonds de dotation, qui ne l'est pas pour des actions de mécénat. Mais voilà, il y a tout un panel de choses à faire qui nécessitent d'être organisées et qui nécessitent surtout en amont de savoir exactement ce vers quoi on veut aller. Avant de se lancer dans une structure, et je le dis à mes clients très régulièrement, je le dis aux gens que je rencontre qui souhaitent se lancer dans une démarche philanthropique, avant de vous lancer, posez-vous. Prenez le temps de réfléchir à la finalité des choses, à vos moyens, à vos objectifs, à ce que veulent vos collaborateurs, à ce que vous voulez, et ensuite de définir quel est le bon moyen, mécénat, fonds de dotation ou fondation d'entreprise. Alors, et juste une dernière question, une réaction. Je me fais évidemment un peu provocateur et un peu l'avocat du diable, mais est-ce que tout ça, c'est pas juste un truc fiscal ou un truc en se disant je fais une donation comme ça pérennise mon entreprise, ça devient une arme anti-OPA. Il y a des groupes pharmaceutiques français qui sont passés, des groupes dans l'habillement. Je pense à Zara, par exemple, je pense à des groupes comme ça. Ils ont tous créé leur fondation. Est-ce que ce n'est pas une tentation un peu cachée, finalement, derrière tout ça? Alors, ça c'est en effet quelque chose qui a été assez présent dans les esprits. Le mot fonds de dotation ou fondation d'entreprise a été parfois un petit peu galvaudé. Il y a eu notamment au début des dispositifs, lorsque ceux-là ont été créés, la tentation en effet de se dire « Ah ben tiens,
voici un nouvel outil qui va me permettre de payer un petit peu moins d'impôts pour ma société. Parfait, je vais créer un fonds de dotation, je vais mettre 200 000 € dedans, 60% d'abattement, c'est parfait, c'est génial. Typiquement, lorsque le fonds de dotation a créé, c'était le cas. Aujourd'hui, il y a un minimum à injecter. Et ces minima, ils ont été créés dans les textes de loi pour se prémunir de ce genre de démarche. Par exemple, vous ne pouvez pas créer demain un fonds, une fondation d'entreprise si vous ne présentez pas un plan quinquennal, donc sur 5 ans, d'investissement de 150 000 € minimum. Défiscalisé à 60% soit, mais 150 000 € minimum. Pour ce qui est du fonds de dotation, vous devez vous doter d'un crédit de 15 000 € non consumptible, bloqué. Alors, vous pouvez dans les statuts définir qu'il soit consumptible sur la durée, mais on rentre dans des spécificités. Mais c'est-à-dire qu'il y a des outils qui permettent de se prémunir de ce genre de démarche. Alors, comme tout dispositif fiscal, il y aura toujours des petits malins, il y aura toujours des entreprises, et ça m'est arrivé de rencontrer des clients qui me disent « Écoutez, moi, l'intérêt général, non pas, c'est pas que je m'en foute un petit peu, mais ce n'est pas ma préoccupation première. Moi, j'ai besoin de payer moins d'impôts, est-ce que je peux créer un fonds de dotation ?» Je veux dire, oui, vous pouvez le créer, mais personnellement, ça ne m'intéresse pas, je ne vous accompagnerai pas dans le projet. C'est l'essence même, et c'est dans les premières lignes des textes légaux, c'est-à-dire que la création d'un fonds de dotation ou d'une fondation d'entreprise doit répondre à une œuvre d'intérêt général. C'est majeur, c'est impératif. Il devient compliqué de duper les collaborateurs et de duper le public. Et je connais quelques entreprises que je ne vais évidemment pas citer ici, qui ont ce genre d'outils, qui n'en font un petit peu rien, si ce n'est défiscaliser. C'est dommage, c'est quand même une extrême minorité aujourd'hui. On se rend tous compte, et tu as cité Zara, mais il y en a dans tous les sens. Il y a la fondation Maison du Monde, il y a la fondation SNCF, il y a la fondation Total, qui est dotée quand même d'un budget de 25 millions d'euros par an. Il y a des fondations plus modestes, des fondations plus individuelles. Il y a la fondation Arthritis du groupe Clarins, par exemple. Il y a énormément de fondations et de fondations qui existent, qui font des choses très, très bien, sans prendre l'excuse de la défiscalisation. Merci de cette réponse franche. Et je m'en serais voulu de ne pas t'avoir posé cette question un peu titillante et sous-jacente à la philanthropie. Delphine, je te laisse la parole. Est-ce qu'il y a des questions qui ont émergé et de la part de notre charmant public? Je te laisse ta parole et puis il nous reste 10 minutes, hein, on aura peut-être 3 minutes de plus, comme on a commencé 3 minutes en retard, pour avoir 2-3 questions. Oui, effectivement, donc on parlait de l'aspect fiscal et aussi l'aspect bonne conscience. Est-ce que finalement certaines entreprises ne s'achètent pas une bonne image via le mécénat, alors que les valeurs de l'entreprise finalement ne sont pas si présentes au quotidien? Ça rejoint un peu aussi la question que Patrick vient de poser. Tout est question de qu'est-ce que l'on met dedans. Et je pense que tout à l'heure, lorsque je présentais les différents avantages qu'il y a, la question de l'image, elle est importante pour une entreprise. C'est extrêmement important pour une entreprise d'avoir une image positive à l'extérieur et de pouvoir développer un soutien à Sport dans la ville ou à une autre association. Donc, tout est question, et c'est aussi pour ça que je disais, il faut pouvoir avoir cette démarche en incluant des collaborateurs dès le départ. Si vos collaborateurs sont persuadés, si vous allez les voir demain en leur disant « Vous, collaborateurs, j'ai une idée dans la nuit, je crée un fonds de dotation qui va soutenir la lutte contre l'illettrisme au Nord-Mali. Voilà, ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, mais en tout cas, ça va être le cas. » Eh bien, ça ne marchera pas. Ça ne marchera juste pas. Si vous travaillez avec vos collaborateurs dès le départ, ça fonctionnera et ça contribuera à votre image et à vos notions de communication à l'extérieur, c'est une évidence. Et Philippe, quel est ton point de vue là-dessus? Je me remémore le gala de Sport dans la ville que vous aviez organisé. On a quand même Frédéric Oudéa qui était président de la Société Générale, on a quand même Alexandre Bompard de Carrefour, Gilles Pélisson de TF1, Lachman de Schneider Electric, etc., qui étaient dans la salle, et on était 300 ou 400 personnes. C'est quand même inouï que ces entreprises-là… Alors, je veux bien qu'un Frédéric Oudéa se dise « c'est super, je vais essayer d'engager tous mes salariés », mais comment il fait pour engager ces centaines de milliers de salariés derrière lui? Tout n'est pas calcul dans l'entreprise. Moi, je voudrais quand même dire un petit mot là-dessus. On a près de 150 entreprises qui nous accompagnent aujourd'hui. Et à chaque fois, que ce soit une TPE, une PME ou un grand groupe du CAC 40, à chaque fois qu'une entreprise s'est engagée à nos côtés, c'est parce qu'un dirigeant l'a souhaité.
moi, plus on avance dans le projet de sport dans la ville, plus je suis touché par la générosité et l'engagement qui sont ceux de dirigeants d'entreprise et qui sont ceux aussi des salariés de ces entreprises. Jocelyn en parlait tout à l'heure, une très importante, très forte de la part des salariés de pouvoir s'impliquer dans des actions associatives, sociales, sociétales. Voilà, donc moi je pense que de toute façon, une entreprise, pour avancer, pour faire avancer ses équipes, s'il n'y a pas de la générosité, de l'enthousiasme, de l'engagement, l'entreprise n'avance pas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de valeurs extrêmement fortes, extrêmement puissantes qui existent au sein des entreprises. Et il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui souhaitent mettre ces valeurs, cette énergie, cette puissance au service de la philanthropie et de causes. Et je trouve ça très enthousiasmant. Et je pense que ça vient corroborer les chiffres que Jocelyn donnait en introduction de notre webinaire, où on a aujourd'hui, il y a eu un triplement ou un quadruplement du nombre d'entreprises engagées depuis 10 ans dans des projets philanthropiques. Et je trouve que ça reflète bien l'extraordinaire générosité qui existe dans les entreprises. Moi, je témoignerai, je ne suis pas là pour prendre la parole, mais je témoignerai quand même de ce que nous faisons avec Entrepreneurs dans la ville. Et c'est vrai que de soutenir 20-25 jeunes, la promotion 2020 d'Entrepreneurs dans la ville Île-de-France, et d'avoir des jeunes hommes et jeunes filles qui sont pleins d'énergie et de leur dire « Ah, mais vous avez besoin de contacts dans tel secteur d'activité », je vous mets en relation avec un des membres du club, et d'avoir des jeunes filles qui vous regardent avec des yeux comme ça, écarquillés, en disant oh, « Vous pouvez faire ça pour moi, mais c'est génial ». Et on se rend compte que de l'autre côté du périph', entre guillemets, dans ces quartiers défavorisés, il n'y a juste pas les réseaux, et que dans les quartiers plus favorisés, il y a plein de souhaits d'aider ces quartiers-là, mais il n'y a juste pas les réseaux non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a été convaincus, nous, Delville, avec notre club, de dire mais on essaie de se mettre entre les deux et on peut peut-être faire la jointure justement entre ces deux mondes qui finalement vivent l'un à côté de l'autre et ne se parlent pas beaucoup. Delphine, une autre question. Alors, une question très pratico-pratique. Plusieurs entreprises peuvent-elles s'unir pour créer une fondation? Les seuils s'appliquent-ils alors à chaque structure? Alors oui, plusieurs entreprises peuvent s'unir pour créer une fondation d'entreprise ou un fonds de dotation ou un club de mécènes. C'est-à-dire demain, il peut très bien y avoir 15 entreprises de secteurs complètement différents qui décident de créer un fonds de dotation en faveur de la mobilité ou un fonds de dotation en faveur du soutien à l'entrepreneuriat dans des quartiers difficiles. Le montant consacré est un montant pour la structure créée. C'est-à-dire si vous créez demain une fondation d'entreprise, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise avec 15 entreprises, le montant maximal plafonné, c'est le montant alloué à la fondation d'entreprise, pas le montant donné par l'entreprise individuelle. Donc, c'est quelque chose qui peut être mutualisé. Et au contraire, c'est même plutôt encouragé. Et il y a de beaux exemples qui existent, notamment des exemples de clubs de mécènes. Donc, oui, c'est possible. C'est très clair et on comprend bien que c'est un sujet qui peut être un peu technique. Et donc, c'est bien de s'allier un spécialiste comme toi à ses côtés, effectivement. Delphine, une autre question? Alors, arrivera-t-on dans le monde des affaires à réussir le juste équilibre entre le social, l'économique et l'environnement? Une question qui nous était parvenue en amont de ce webinaire. Philippe, tu veux répondre? Je pense que c'était pour Philippe. Ouais. On demande beaucoup aux entreprises. Voilà, il faut que les entreprises, bien sûr, arrivent à trouver un juste équilibre entre leur mission première, qui est de vendre des produits, des prestations, de dégager du chiffre d'affaires, du résultat, et puis d'arriver aussi à emmener leurs collaborateurs, leurs collaboratrices sur des sujets qui peuvent peut-être sortir de leur mission première, voilà, tout en étant un acteur aussi de la société et du social. Voilà, c'est beaucoup d'engagement. Moi, j'ai vraiment énormément de respect pour les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise qui sont sollicités tous azimuts, à la fois pour faire
vivre leur entreprise, développer leur business et puis aussi pouvoir répondre à des sollicitations extérieures qu'ils peuvent avoir. Et c'est pour ça que je trouve que l'entreprise est vraiment un lieu de vie, un lieu d'innovation sociale et sociétale assez exceptionnel et qui aujourd'hui permet à beaucoup d'associations, et Sport dans la ville en est une bonne illustration, eh bien de pouvoir développer leur action sociale pour aider ceux qui en ont besoin. Jocelyn, tu disais dans ta présentation tout à l'heure, il n'y a que 7%, je crois, des fonds qui s'orientent vers l'environnement. Ce chiffre me paraît faible. Est-ce que tu le confirmes? Moi, je le confirme. La source de ce chiffre, c'est l'Observatoire de la philanthropie. Et ce sont, en fait, c'est-à-dire que chaque structure de mécénat de philanthropie va flécher ses actions. Et en effet, les sujets d'environnement ne sont pas les sujets les plus soutenus aujourd'hui par les entreprises en termes de montant, évidemment. Le premier, je le disais, c'est le social. Tout ce qui est social, c'est 28%. 25% pour la culture et le patrimoine, 23% pour l'éducation, 11% pour la santé, 7% pour l'environnement. Après, il va y avoir des sujets qui vont se rejoindre, évidemment. Il va y avoir peut-être un peu d'environnement dans le social et un peu d'environnement dans l'éducation ou dans la santé. Donc voilà, c'est des segmentations toujours à prendre avec précaution, mais clairement, l'environnement n'est pas en tête de proue dans les sujets soutenus aujourd'hui. C'est très clair. Merci, j'avais donc bien entendu. Delphine, une question, une dernière question. Alors, il y a encore beaucoup de questions, et notamment pour Philippe, sur les 100 projets de jeunes accompagnés au travers du programme Entrepreneurs dans la ville. Combien de projets aboutissent? Avez-vous un exemple de projet, etc. Alors, depuis que le programme existe, on a accompagné dans la partie académique du programme Entrepreneurs dans la ville plus de 300 entrepreneurs. On a eu au total 230 personnes qui ont créé leur entreprise de manière effective. Et sur les 230 entreprises qui ont été créées depuis un peu plus de 10 ans, on en a aujourd'hui 195 qui vivent et qui, pour certaines, se développent au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer, puisque tous ces entrepreneurs, quand ils créent leur entreprise, leur objectif premier, c'est de pouvoir créer leur propre emploi, puisque ce sont des gens qui sont généralement au chômage au moment où ils créent leur entreprise. Voilà, et aujourd'hui, on a une quinzaine d'entreprises qui se sont créées au travers du programme Entrepreneurs dans la ville, qui emploient entre 20 et 40 salariés. Alors, c'est des activités très diverses. Il y a des activités de service à la personne, de service aux entreprises. Chaque année, on a un petit projet industriel. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent dans le champ du numérique, des plateformes de vente. Voilà, donc il y a une diversité de projets qui est extrêmement enthousiasmante et qui nous rappelle que nos quartiers prioritaires sont aussi des territoires où il y a des potentiels entrepreneuriaux assez enthousiasmants et qu'il faut absolument accompagner. J'en ai deux en particulier qui me font sourire des projets. En donnant des exemples, c'est toujours plus parlant, je trouve. Le premier, c'est un jeune homme qui a une trentaine d'années qui aime bien manger du pain. Alors, il aime bien le pain français, mais il aime bien le pain libanais aussi, il aime bien le pain marocain. Et donc, il me dit, à chaque fois, je mange du pain différent. À chaque fois, j'étais obligé d'aller dans différents restaurants pour aller… Alors, j'ai envie de faire une boulangerie un peu universelle. On rentrerait dans la boulangerie, on pourrait acheter toutes sortes de pains, du cheese naan indien, par exemple, etc. Je trouve cette idée génialissime. Hein, ça peut devenir un pôle, un petit pôle demain même. Hein. On peut imaginer. Et puis, le deuxième projet, c'est une fille qui a Rony-sous-Bois qui me dit « Mais moi, j'ai tous mes copains, je ne comprends pas. Ils prennent le RER le matin pour aller travailler dans le centre de Paris. Alors qu'à la gare de Rony-sous-Bois, il y a des locaux qui sont vides, laissés vides par la SNCF. Donc, j'ai contacté la SNCF. On a fait un lieu de travail, genre coworking, en lien, main dans la main avec la SNCF. Et comme ça me permet à mes copains qui peuvent télétravailler d'éviter d'embouteiller le RER pour aller travailler dans le centre de Paris. Et donc, voilà le type de projets qui peuvent voir le jour. Je me permets, Philippe, à donner des exemples. Bien sûr, bien sûr. Ce sont des exemples qui illustrent parfaitement l'engagement très fort qui est le vôtre auprès de nos entrepreneurs.
Ah oui, moi, ça me donne une énergie énorme de passer du temps avec tes jeunes ou ces jeunes d'entrepreneurs dans la ville, vraiment. Et l'énergie vient certainement du fait que donner du temps pour les autres, c'est vraiment quelque chose qui fait grandir. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, qu'on pourrait même utiliser comme conclusion de ce webinaire, parce que je vois que les 13 heures sont passées. Je ne sais pas si vous voulez intervenir, Philippe ou Jocelyn, une dernière fois avant qu'on clôt les débats. Juste un petit mot déjà pour vous redire merci à vous. J'ai vu en effet qu'il y avait beaucoup de questions. Moi, je suis disponible. Je pense que Anne-Lise et Delphine pour répondre à vos questions si vous en avez d'autres. Il y a une chose que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est ce numéro spécial de Les Échos Connaissance des Arts qui existe et qui c'est le mécénat en France 2019. Je pense qu'il est toujours disponible sur Les Échos. Il y a beaucoup d'infos, d'exemples, de choses très concrètes. Et puis il y a aussi le site admical.org, le portail du mécénat qui est extrêmement informatif aussi sur les éléments pratiques et sur comment s'organiser. 2 ressources importantes qui peuvent vous aider en plus de Human Project Development. Donc voilà, un vrai merci à vous, à toi Patrick pour cette démarche et à Delphine et Anne-Lise évidemment pour leur soutien sur tout ce webinaire et à Philippe aussi pour avoir co-animé ce webinaire. Voilà, merci Jocelyn. Philippe, un petit mot? Merci également. Et moi, je reste simplement en disant que tout ce qui est donné n'est jamais perdu. Donc, il faut donner. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci Anne-Lise pour la logistique et l'organisation. Merci Delphine pour la coordination. Et merci évidemment à vous deux pour vos superbes témoignages et interventions. À très bientôt dans 2 semaines pour un autre webinaire. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.